Bonjour Christine Ockrent. Alors, vous êtes ici à la foire avec un livre complètement d'actualité, Clinton-Trump. Aujourd'hui, à quelques jours des élections et du résultat des élections, même si les Américains ont commencé à voter, c'est quand même la surprise, ce coude à coude. Mais vous savez, la surprise, elle existe depuis les tout débuts de cette invraisemblable campagne électorale, depuis l'été 2015. Quand on a vu surgir au milieu des 17 candidats à l'investiture côté républicain, on a vu surgir Donald Trump, c'est-à-dire un milliardaire new-yorkais qui n'avait jamais exercé de fonction politique, ni même exprimé ses ambitions, qui n'était d'ailleurs pas membre du Parti républicain. Et quand vous dites on a vu surgir. Vous-même, vous avez été surprise, vous-même. Ah mais comment dire, tout le microcosme, comme on dirait à Washington, a dit mais Trump, il va faire 3 petits tours, il va faire monter les audiences parce que c'est un homme du show business, c'est un homme de la télé-réalité qui a animé pendant une dizaine d'années une émission de ce genre. Et puis après, il sera sorti et on passera aux choses sérieuses, c'est-à-dire avec Jeb Bush, le plus jeune frère de W. Bush, puisque tout l'état-major du Parti républicain était convaincu que, bien évidemment, c'était un Bush qui devait porter le flambeau. Et même surprise aussi, imprévue, côté démocrate, où on savait bien sûr qu'Hillary Clinton se représenterait, mais on a vu surgir Bernie Sanders, c'est-à-dire un vieux sénateur dont personne n'avait jamais entendu parler, malgré ses 18 ans au Congrès, qui n'était pas non plus, lui, membre du Parti démocrate. Il s'y est inscrit pour peser sur la campagne, et il a lui aussi créé la surprise, en obligeant d'ailleurs Hillary Clinton à se déporter davantage vers la gauche qu'elle ne l'aurait fait spontanément. Et dans les dernières, j'ose pas dire la dernière ligne droite, ça n'a jamais été une ligne droite cette élection, et il reste encore 3 jours, mais il y a sans arrêt des développements, des rebonds, des surprises, et on en arrive effectivement à des pronostics ou des sondages plus serrés qu'on ne les imaginait il y a encore une semaine. Comment vous l'expliquez, cette surprise Trump? La montée des populismes, la séduction d'un discours populaire au ras des pâquerettes? C'est, je crois, Donald Trump n'est pas du tout un grand homme d'affaires, contrairement à ce qu'il prétend être. Oui, il a fait de mauvaises affaires. Très mauvaises affaires. Mais c'est un as du marketing. Et il a compris que dans cette famille politique-là, les républicains, il y a une base, un électorat blanc. Vous savez qu'aux États-Unis, selon les minorités ou la majorité ethnique, les blancs sont encore majoritaires, mais ça ne va pas durer plus d'une génération et demie. La base républicaine, blanche surtout, des hommes, 40, 55 ans, avec un niveau d'éducation pas très élevé, se sont sentis complètement abandonnés par leur propre aristocratie politique qu'ils envoient à Washington, au point que les républicains ont dominé le Congrès et donc bloqué la plupart des réformes de Barack Obama. Mais cet état-major républicain ne se sont pas préoccupés d'eux. Et donc vous avez une colère à la base que Trump, as du marketing, a su identifier. Et il a vu une part de marché, et cette part de marché, c'est triste à dire, mais c'est la xénophobie, le racisme, la peur de l'immigrant, même dans des États comme l'Iowa où il n'y en a pas. Et à partir de là, il a su mettre des mots très violents sur cette forme-là de colère. Il a libéré une parole qui était enfermée. Ce sont aussi des gens à la base pour qui avoir un président noir pendant 7 ans, c'était pas évident non plus. Et vous avez une parole, ça explique la violence de cette campagne et son côté, il faut bien dire, ordurier, et notamment vis-à-vis des femmes, avec une misogynie et une obscénité dans certains cas des propos qui est tout à fait sidérante par rapport à ce que l'on considère en France comme étant les normes du comportement politique. Et évidemment, côté démocrate, il y a eu une série de scandales jamais véritablement mis à jour, mais de soupçons en tout cas. Une espèce de climat de soupçon perpétuel sur le comportement d'Hillary Clinton, son honnêteté, etc.,
Et tout cela a créé une espèce de colère ambiante qui explique, je crois, le caractère tout à fait inédit de cette campagne. Le nom de Clinton est écorné, est usé. Mais si vous voulez, elle et Bill Clinton, il ne faut pas se tromper, il est resté très populaire auprès des Américains, ne serait-ce que parce que les 2 mandats qu'il a accomplis, de 92 à 2000, ont correspondu à un cycle économique favorable. Donc la mémoire est positive. Mais ce sont des gens, elle comme lui, qui sont dans les circuits depuis une trentaine d'années, 35 ans. Et donc c'est un peu comme ce qui se passe chez nous, si vous voulez. Les gens disent, bon, ben, on les connaît par cœur. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et c'est tout à fait singulier de voir que cette démocratie américaine, ce pays qu'on perçoit toujours comme un pays jeune et extraordinairement dynamique, a fait monter à la tête de chacun des 2 grands partis 2 personnes âgées, puisque Hillary Clinton a 69 ans, Trump en a 70, et ce sont en plus c'est peut-être un peu personnes... la mécanique électorale qui impose... Mais pas dans le cas de Trump, puisqu'on a vu au contraire, et c'est ce que je raconte dans mon livre, à quel point toute l'aristocratie du Parti républicain a tout fait pour le faire dérailler. Ils se tordent le nez. Aujourd'hui encore, Donald Trump fait campagne tout seul. Les grandes figures du Parti républicain, à commencer évidemment par la famille Bush, celui qui était candidat il y a 4 ans, Romney, disent Trump, jamais. Autant voter Hillary Clinton. C'est du jamais vu, si vous voulez, cette espèce de rupture, encore une fois, entre le haut d'un parti politique, sa hiérarchie, si vous voulez, et la base. Est-ce que vous sentez un mouvement de misogynie? Le fait qu'Hillary soit une femme, c'est quelque chose, contrairement à dans une partie de l'Amérique profonde, qui bloque encore? Bien sûr. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 8 ans, quand Hillary Clinton s'est présentée pour avoir l'investiture démocrate face à un jeune sénateur noir pratiquement inconnu, Barack Obama, le reproche qui lui était fait, c'était une femme ne peut pas être commandante en chef des armées. Vous savez que traditionnellement, c'est le titre du président des États-Unis. Cette fois-ci, 8 ans plus tard, on n'a pas du tout entendu cet argument-là, mais on a entendu tous les autres. Ne serait-ce que parce que Donald Trump, à sa manière, incarne, il faut bien le dire quand même, une forme de misogynie absolument invraisemblable, enfin ouverte, épanouie, et que cela avivait, bien sûr, les critiques et les sarcasmes vis-à-vis d'une femme candidate. Dernière question et 2 sous-questions. Votre pronostic final, et est-ce que vous voyez une similitude entre la situation politique aux USA et celle en France? Je commence par la dernière. Une similitude, non, parce que nos systèmes sont extrêmement différents. Mais il y a partout en Europe, et on l'a vu avec le Brexit, en Grande-Bretagne, où vous avez des arguments qui ressemblent beaucoup à ceux agités par Donald Trump. Par exemple, le protectionnisme, cette idée qu'il faut protéger un pays qui serait totalement en déclin. Populisme, oui. En France, quoi qu'on en pense, nos codes de comportement politique, on l'a encore vu, d'ailleurs presque de façon caricaturale, avec le débat l'autre soir, reste quand même très convenu. Mon pronostic, je crois qu'Hillary Clinton va l'emporter, mais de façon plus serrée qu'on ne l'imaginait. Et je crois surtout que les rapports de force, il ne faut jamais oublier que le 8 novembre, mardi, seront élus non seulement le prochain président, mais la totalité des députés à la Chambre des représentants et 1/3 du Sénat, et une kyrielle de fonctions électives. Donc ce qui va sortir des urnes, c'est évidemment la personne qui va s'asseoir dans le bureau ovale, mais ce sont aussi les rapports de force politique qui vont décider de la marge de manœuvre du prochain président à partir de janvier, puisque traditionnellement ce n'est que le 3e mardi de janvier que le nouveau président prendra ses fonctions. Merci beaucoup Christine Ockrent sur France Bleu Limousin et au cœur de la montagne bien sûr, puisque nous étions en compagnie du rédacteur en chef du journal La Montagne, et sur Corrèze Télévision. Nous allons dans quelques instants continuer d'ailleurs sur ce sujet, puisque nous allons recevoir Marie-Cécile Nave qui a écrit Trump, l'onde de choc populiste, et nous en débattrons dans quelques minutes encore.